Salut tout le monde, c'est Starter. On se retrouve pour une nouvelle revue de Grand Prix de Formule 1 qui se passe à nouveau en ville. Bakou accueille le Grand Prix de l'Azerbaïdjan avec un tracé qui développe un peu plus de 6 km totalement atypique, entre ligne droite et portion à l'aveugle et difficile dans la vieille ville. Un circuit que l'on commence à accepter comme un rendez-vous attendu du calendrier qui nous propose des courses très animées. Il est vrai que Bakou commence à devenir un classique de la saison, lui qui n'était pas vraiment aimé à son arrivée en 2016 dans le calendrier, sous le nom du Grand Prix d'Europe en plus. Mais, pour le coup, tout le monde a oublié la première. Ah c'est vrai, tout le monde était plus concentré sur le drama qui se passait dans la CERT à ce moment-là. Oh que oui, on s'en souvient encore chez Toyota. Et cet éphémère Grand Prix d'Europe s'est transformé en Grand Prix d'Azerbaïdjan, tu m'étonnes. Et depuis ce changement de nom, eh bien, il faut bien admettre que les courses sont animées. Je retiens surtout l'édition de 2017 où c'était le carnage complet. Et puis surtout, l'impensable accrochage entre Hamilton et Vettel. C'était quelque chose à l'époque. Il y a aussi 2018. Là aussi impensable. Le double abandon des Red Bull. Ça a eu une conséquence par la suite, ce double abandon. Oh que oui. C'est vrai qu'il s'en est passé des choses dans les rues du Bakou. Tout comme ce week-end. On va revenir dans le détail sur ce qui s'est passé. Déjà, on va peut-être commencer par l'entrée de la vieille ville, qui s'est fait carrément voler la vedette par le virage 15, où tout le monde a vraiment connu son lot de mésaventures. Entre les tout droits dans l'échappatoire, ou bien les gros contacts dans les Tech Pro. Il fait pareil ce virage ce week-end, où les voitures arrivent carrément à fond avant de se jeter sur les freins. Il est très compliqué à négocier. Et on a eu beaucoup d'accidents entre Mazepin, j'invente pas, Leclerc, Verstappen, Stroll, Giovinazzi. Ils vont s'en souvenir de ce virage 15, jusqu'au bout. Et attention, quand j'enregistre, on n'a pas encore fait le Grand Prix. Et on va commencer à parler du week-end, et on va commencer par les qualifications. Et ça va être long. Dans un premier temps, les chronos de la qualification avant application des pénalités, avec la 9e pole position de Charles Leclerc sur Ferrari après celle de Monaco. Il devance Lewis Hamilton et Max Verstappen, Pierre Gasly 4e devant Carlos Sainz et Lando Norris, suivi de Sergio Perez et Yuki Tsunoda pour la première fois en Q3 de la saison, suivi de Fernando Alonso et Valtteri Bottas pour le top 10. Derrière, on retrouve Sebastian Vettel devant Esteban Ocon, Daniel Ricciardo devant Kimi Raikkonen et George Russell, Nicolas Latifi devant les deux as de Mick Schumacher et Nikita Mazepin, Lance Stroll et Antonio Giovinazzi n'ont pas de chrono. Il faut dire que la qualification fut très animée, avec ces 4 drapeaux rouges sortis. On en a eu 2 en Q1, puis 1 en Q2 et en Q3. Bon, des interruptions qui se ressemblaient presque en apparence, et qui en a pénalisé certains. Ou alors, qui aurait pu changer la donne? Tu m'étonnes. On va commencer par les 2 de la Q1 qui sont à mettre au compte de Lance Stroll et Antonio Giovinazzi. Les 2 pilotes ont dit bonjour au mur du virage 15. Et ouais, Lance Stroll nous a refait un remake de Verstappen du samedi matin, qui, pour sa part, faisait un remake de Leclerc de la veille, mais en plus violent. Bon, pour revenir à Stroll. Il est arrivé avec trop de vitesse avant de freiner, avant de sauter sur les freins, et c'est son demi-train avant droite qui en a fait les frais. Quelques instants après, c'est Giovinazzi qui, lui, cette fois, est arrivé avec un énorme sous-virage avant de se planter dans les protections. Par contre, lui, plus de dégâts sur la voiture qu'autre chose. À ce moment de la séance, on commence à avoir un drama parce que ça devient compliqué pour les pilotes Mercedes et McLaren qui, à ce moment-là, ils n'ont pas de chrono. 2 interruptions de séance sur un Grand Prix en ville, des favoris qui ne sont pas officiellement qualifiés. Je peux vous dire que sur l'instant, ça commence à interroger. Mais heureusement, tout va rentrer dans l'ordre et tout le monde a signé son chrono. Fin du suspense. Ah justement, le chrono. Parlons-en. C'est Lewis Hamilton qui va le signer dans cette Q1. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo dans le plus grand des hasards, vous allez vous dire « Ouais, c'est pas nouveau qu'Hamilton soit devant. C'est pas nouveau. » Alors déjà, ça voudrait dire que vous n'avez pas suivi Bakou 2021 et encore moins Monaco 2021. Allez faire une séance de rattrapage de toute urgence. Après, vous revenez ici.
Il faut se rappeler que Mercedes est en difficulté depuis le Grand Prix de Monaco. Et à Bakou, statu quo. Pourtant, c'est bien le champion du monde en titre qui va mettre tout le monde d'accord à la fin de cette première partie de séance. Mais on voit que la Mercedes arrive à mieux gérer ses pneus après 2 tours de préparation. 2 tours. C'est une tendance qui a été déjà vue aux essais libres chez d'autres équipes. Et ça veut dire que Mercedes revient donc dans le match par la pole. Et en plus, bien aidé par une puissance moteur plus accrue. Je peux vous dire que ça s'annonce vraiment prometteur par la suite. Vraiment. Sauf que c'est pas fini. La deuxième partie de séance, elle va être animée également. Il y a déjà les chronos qui départagent les 5 premiers et qui sont infimes. Écoutez ça, à ce moment on a Verstappen, il a un chrono de 1,41, c'est 125. Ensuite on a Perez qui est derrière lui à 5 millièmes. On a Hamilton à 9 millièmes. Tsunoda, à 3 centièmes. Et on a Leclerc à 4 centièmes. Oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il fait ici, Tsunoda? Et la 6ème voiture, celle de Sainz, elle est un peu plus d'1 dixième. Et le 10ème de la séance, qui est à ce moment-là Alonso, il est à 5 dixièmes. Alors je peux te dire que plus serré que ça, il n'y a pas mieux. Et après les chronos, vous reprendrez bien un drapeau rouge, un 3ème. Bon c'est pas de chance, c'est Daniel Ricciardo qui va se planter au 3ème virage du tracé. L'Australien qui était déjà en difficulté depuis un bon moment avec sa voiture, il en a fait trop tout simplement, voilà, c'est triste à dire mais ouais, il en a fait trop. Trop de vitesse, bien optimiste pour le freinage, boum, dans le mur. Cela va mettre fin prématurément à cette deuxième partie de qualification. Il n'y a plus qu'à passer donc à cette 3ème et dernière partie, qui là aussi va être animée. Surtout que personne ne veut vraiment attendre pour aller faire un excellent chrono, surtout avec ce qui s'est passé juste avant. Et dans le premier run, c'est Leclerc qui prend l'avantage avec un tour de merde, comme il le qualifie. J'invente pas, c'est lui qui l'a dit. On a les Mercedes qui essayent de jouer de l'aspiration, avec 2 configurations d'aileron arrière différentes sur les 2 voitures. Ça veut dire qu'on n'a pas le même appui sur le train arrière. Donc, une VMAX bien différente, surtout avec ce boulevard qu'on prend entre le circuit. Et ça va se voir au chrono, puisque c'est Hamilton qui sera à son avantage par rapport à Bottas. Faut dire que l'aspiration a joué un peu. Derrière l'anglais, on retrouve Verstappen. Les cartes sont pas encore jouées pour la pole. Et pendant que ça se repose chez les leaders, chez les favoris, on a les AlphaTauri qui choisissent de faire un run en décalé. Et ce qui est génial, c'est que ça a marché. Tsunoda a pu donner un peu d'aspiration à Gasly. Et le Normand s'est retrouvé avec le 4ème chrono, alors que le Japonais signait le 7ème. Sur le moment, c'était que Gasly pourrait jouer la pole. C'est irréalisable avec sa voiture, mais pourquoi pas? Mais il n'y a rien qui va se passer comme prévu, encore une fois. Parce que la séance va être encore interrompue par un drapeau rouge, le dernier, mais avec 2 voitures parties à la faute. Enfin, la première, oui, c'est sûr, elle est partie à la faute, la deuxième, elle a essayé de sauver les meubles. La première voiture, c'est Tsunoda qui nous a refait la même que Ricciardo, 3ème virage, très bien planté. Et la deuxième voiture, c'est Sainz qui a été déconcentré en arrivant à fond derrière. Il se passe que l'Espagnol a vu ce qu'a fait Tsunoda, il est monté sur les freins, tout son train arrière bloqué. Il a eu le bon réflexe d'aller dans l'échappée à savoir. Il a eu le réflexe, mais ça a fait un peu de dégâts sur sa bagnole. Il a arraché l'aileron avant. Si, il a vraiment eu un très bon réflexe, mais ça aurait pu mal se finir pour lui, très honnêtement. Mais plus de peur que de mal pour lui. Heureusement. Donc, pour résumer, on a eu une séance de qualification très animée. On a eu des bonnes et des mauvaises surprises, évidemment. Le résultat va pas plaire à certains. Mais on peut se réjouir de voir que malgré tout le bordel qu'on a eu en piste, la bataille pour la pole était encore une fois indécise. Il y a un point négatif que je pourrais quand même retenir, et on va dire que j'exagère, ce qui est vrai, c'est le comportement de Bottas pour le 2ème run de la Q3.
bah, il se passe que Finlandais a carrément créé un bouchon. Parce que monsieur ne voulait pas donner de l'aspiration. C'est lui qui voulait en avoir. Alors, je peux comprendre que sur le moment, on veut être le chasseur et pas le chassé. Surtout sur un type de circuit comme celui-ci. Mais si c'est pour avoir un mauvais remake de qualification type Monza, je suis pas d'accord. D'ailleurs, je pense que la F1 devrait vraiment se pencher sur cette question. Même si elle a pris les devants avec une règle précise pour ce week-end, c'est-à-dire on ne se prépare pas dans certaines parties du circuit, de la vieille ville du circuit, pardon. Mais n'empêche, sur le moment, ce qu'a fait Bottas, déjà c'était ridicule, et encore pire, dangereux. Bon, heureusement, on n'a pas eu d'accrochage ou quoi que ce soit. Mais ça aurait été le cas, je peux vous dire que le scénario aurait été différent. Non, là, ce que nous a fait Bottas, c'est ni fait ni à refaire. Voilà. Et on va conclure par une pénalité qui concerne Lando Norris. Eh ouais, le pilote McLaren qui n'a pas respecté une procédure pendant un drapeau rouge. Alors que la séance venait d'être brutalement interrompue, il était en route pour rentrer dans les stands, sauf qu'il a hésité et il est revenu en piste. Voilà, c'est... Alors, ça aurait pu lui coûter cher, parce que normalement, un non-respect d'un drapeau jaune, déjà, c'est 5 places de pénalité. Pour un drapeau rouge, à minimum, c'est 5 places de pénalité, voire plus. Sauf qu'ici, il s'en est tiré avec 3 places de pénalité. D'ailleurs, la direction de course lui a bien dit, vous aurez... Il ne fallait pas hésiter à rentrer au stand, vous aurez dû continuer. Fallait y aller, il ne fallait pas revenir en piste. Et bon, sur le moment, c'est vrai que... voilà. Il a hésité, il est resté, merci. Puis il s'est pas cher payé quand même. Bon, il s'est quand même pris 3 points sur sa super licence, mais c'est pas cher payé. Non, il y a des règles qui sont un peu fixes quand même sur un non-respect du drapeau. Et encore une fois, la FIA fait n'importe quoi. Ah non, je vais pas accuser le pilote sur le coup. Là, j'accuse carrément les grandes instances. Il y a un règlement qui est écrit noir et blanc, c'est fixe. Bah non, les mecs ils jouent avec. Ce qui est nul. C'est nul. Hein. Zéro la FIA, encore une fois. Bref, après l'application des pénalités, voici ce que donne la grille de départ. On se retrouve juste après pour la course. Pour la course, est-ce que les pilotes de F1 allaient imiter leurs homologues de la F2 ? Parce que si vous n'avez pas suivi la F2 ce week-end dans les rues de Bakou... Ah, c'était costaud. Quoique remarquez, pour la F1, on n'était pas loin. Bon, le départ est calme quand même. On a même un trio pour le leadership de la course, avec dans les rôles principaux Hamilton, Leclerc et Verstappen. Alors, les 3 pilotes vont rester au contact jusqu'à temps que le monégasque se fasse passer par Perez et aussi jusqu'à temps qu'il fasse son arrêt au stand. Mais ça va bouger devant quand Hamilton va marquer son arrêt au stand qui va être long. Ah bah oui, la cause est que l'Anglais est obligé de laisser passer Gasly qui arrive juste derrière lui pour faire son arrêt au stand aussi. Et du coup, Hamilton va perdre bêtement 2 secondes. Voilà, c'est la course, c'est comme ça. Mais le pire, c'est que Hamilton va être la victime d'un double overcut de la part des pilotes Red Bull. Ah oui, parce que Verstappen, qui a pris le leadership de la course, il va faire son arrêt, mais il va rester devant Hamilton. Et Perez, qui lui aussi avait pris la tête de course, après son arrêt au stand, il va s'intercaler entre Verstappen et Hamilton. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le nouveau leader de la course, qui n'est que, et là c'est surprenant, Sébastien Vettel. Oh que oui, le champion allemand va mener le Grand Prix avec son Aston Martin. Ou sa Mercedes verte, si vous voulez. Mais bon, c'est la première fois que la marque anglaise va mener en Formule 1. Et en plus, il n'est pas du tout ridicule Vettel. Il tient même le rythme face au Red Bull avec ses pneus soft. Penses-tu ? D'ailleurs, ça sera le seul point positif de l'équipe de Silverstone parce que derrière, la course, malgré tout, va être assez longue, limite monotone, purgatoire, tout ça. On a ça jusqu'à temps qu'on ait un événement qui était, mais alors pas du tout prévu.
Aucune non. Lance Stroll, le coéquipier de Vettel, a réalisé une excellente course également. En plus, parti en pneus durs, il va connaître une fin de course totalement prématurée. Et violent même. La crevaison de son pneu arrière gauche, de la ligne droite vers les stands. Cette crevaison va l'envoyer dans le mur. Un choc terrible pour le pilote canadien. Il s'était même pas arrêté Stroll. Son accident a eu lieu autour du 31e tour de course. Et honnêtement, déjà au début je pensais que ça serait une bonne indication de voir Stroll avec ses pneus, voir où il allait les emmener. Mais je pensais pas que ça allait être une indication parce qu'elle allait suivre bien plus tard en course. Parce que sur le moment, on pense que ce sera la seule neutralisation de la course, tellement que c'est calme. Sur le moment, c'est ce qu'on pense. Parce que à 5 tours de l'arrivée, c'est un autre pilote qui va connaître la même chose. Et puis là, c'est pas prévu. C'est Verstappen. Un terrible retournement de situation dans cette course. Le leader qui pousse, qui accélère, qui montre c'est qui le patron ce week-end. Alors, je le voyais sur le live timing, il poussait le chrono. Meilleur secteur, meilleur tour, ainsi de suite, etc., etc. Il était tellement en confiance qu'il poussait. Un peu comme Senna à Monaco en 88, si je dis pas de bêtises. La même situation. Et ces deux événements en course, celui de Stroll et Verstappen, ils sont terribles. Surtout que ce sont deux accidents qui ont lieu dans la plus grande ligne droite, dans ce boulevard qui est sur le circuit. Et très honnêtement, sur le coup, on pourrait taper sur Pirelli parce que c'est un raccourci facile. Alors c'est vrai, mais très honnêtement, je crois bien que sur le moment, on pourrait peut-être aussi taper sur les équipes. Pourquoi ? Parce que Pirelli donne des données sur les pneus. C'est-à-dire, la pression conseillée, la durée de vie en course, les niveaux de mesure, tout ça. Il y a plein d'infos de la part du manufacturier, c'est normal. Et surtout, des analyses et des données sont obtenues après les essais et la qualification, pour savoir comment faire en course. Et aussi, on peut voir Pirelli, qui misait sur une stratégie à un seul arrêt, voire 2 arrêts. Ça, c'est une stratégie qui aurait pu être prise en compte par les équipes. Limite, j'ai envie de dire que c'est une stratégie qu'auraient dû prendre toutes les équipes. Car au moment de l'accident de Stroll, il n'y a aucun des leaders qui va s'arrêter au stand. Sauf d'autres pilotes qui sont encore plus loin dans le peloton, mais ça, apparemment, on ne tient pas compte. Mais alors, les leaders, ils ne s'arrêtent pas du tout. Et très honnêtement, je suis un stratège d'une équipe, je préfère jouer la sécurité pour mon pilote. Même si personne n'a plus de pneus neufs sur le coup, ce qui est vrai, j'aurais quand même pris le risque quand même. Et si une équipe s'arrête, les autres feront la même chose, histoire de couvrir la stratégie. Je pense que ça aurait été mieux de faire une stratégie à 2 arrêts. C'est mon idée, c'est pas dans les garages. Mais si je peux éviter à un pilote de me retrouver face à face avec un mur à 300 km/h, c'est ce que je ferais. Parce que oui, sur ce boulevard, il n'y a que des murs en béton. Bon, là aussi, on pourrait remettre en question la sécurité, s'il n'y a pas une autre solution, tout ça, mais très honnêtement, les accidents de Stroll et Verstappen sont terribles. 2 pneus qui s'écharpent à plus de 300 km/h, c'est très inquiétant. Donc c'est pour ça, est-ce que sur le coup, on peut vraiment accuser Pirelli ? En tout cas, oui, il y en a qui vont le faire, vous allez le faire, c'est normal. C'est pour ça que sur le coup, je pense qu'on peut aussi accabler les équipes sur ce qui est malheureusement arrivé. Bon, pour Stroll, pourquoi pas, mais aussi pour Verstappen. C'est pour ça que taper bêtement sur Pirelli, c'est pas une bonne idée. C'est trop facile. Mais bon, on fera quand même ça, histoire de dire on s'occupe, il faut bien un coupable. De toute façon, c'est ce que Verstappen a trouvé très rapidement. Il a déjà trouvé un coupable. Pirelli, merci, au revoir. C'est normal, c'est lui la victime. Enfin bon, 2 neutralisations de course, qui est dans une course qui est un peu monotone. Hein. Et sur la deuxième neutralisation, drapeau rouge. On attend longtemps que la voiture de Verstappen soit évacuée, qu'on nettoie la piste et tout ça. Eh bien,
il se passe que la direction de course annonce que celle-ci va pouvoir reprendre. Pour 2 tours. Pour 2 tours. C'est tout ou rien. Eh bien, ça sera les deux. Rien. Pour Hamilton qui avait récupéré la deuxième position derrière Perez, il va commettre la pire des erreurs qui pouvaient lui arriver. Ah, il s'est complètement loupé au freinage. Pas de frein, pas de pneus en température, tout perdu. Mais le résultat de la course, elle est folle. Victoire de Sergio Pérez, la deuxième en carrière. La première avec Red Bull devant Sebastian Vettel et Pierre Gasly. Le podium de malade et inattendu. Derrière on retrouve Charles Leclerc devant Lando Norris. Fernando Alonso termine devant Yuki Tsunoda. Carlos Sainz se remonte 8ème devant Daniel Ricciardo. Kimi Raikkonen finit 10ème. Max Verstappen conserve le meilleur tour en course sans marquer le point. Ah, quand je vous disais que c'était animé à Bakou, je pensais pas que cette année ça le serait comme ça. Alors oui, on a eu une course assez longue et pourtant qui avait quand même bien démarré avec 3 pilotes qui pouvaient essayer de jouer la gagne. Finalement, ça s'est retrouvé à 2 puis à 1 très rapidement. Et c'est vrai que ces événements en piste, ça faisait longtemps qu'on les a pas eus. Ils étaient complètement inattendus. Et il y a, vous arriverez à le retrouver facilement sur les réseaux, c'est le coup de gueule de Franck Montagny qui juge totalement inacceptable ce qui est arrivé pour Pirelli avec cette combinaison. Alors moi je vous l'ai dit, j'accuse les équipes de ne pas avoir assez réfléchi sur la stratégie pneumatique. Mais sur le fond, on pourrait quand même dire que c'est la faute à Pirelli. Moi, je prends un peu de recul quand même parce que c'est peut-être pas vraiment la faute de Pirelli, quoique ils ont quand même amené la gamme la plus tendre cette année à Bakou. Ça, peut-être que ça joue, on va pas se mentir. Et voilà. Ça, c'était pour le Grand Prix. On va passer au bilan des équipes. Il y a du haut comme il y a du bas. Et d'ailleurs, on va commencer par du bas. Depuis le Grand Prix d'Autriche 2018, c'est la première fois que Mercedes ne marque pas de points en Grand Prix. Mais on peut noter quand même le retour en forme d'Hamilton, même s'il n'a pas connu une course tranquille, qui a réussi à trouver un déclic sur sa voiture. Ah oui, il a réussi à le trouver, je sais pas comment, lui non plus apparemment, mais il a trouvé quelque chose. Et il aurait pu faire quelque chose d'ailleurs, en profitant de tout ce qui s'est passé en course déjà pour Verstappen, mais il a tout ruiné au deuxième départ arrêté du Grand Prix. C'est une faute de sa part, il l'a avoué. En fait, il aurait, sans le vouloir, activé un mode de freinage sur son volant. Et pourtant, il faisait une belle course. Loin des Red Bull, certes, mais il faisait le boulot après sa mésaventure de Monaco. Ah d'ailleurs, en parlant de mésaventures, il y en a un qui était loin de tout. Et je pense que lui, il aurait dû rester bloqué à son aéroport en Finlande. Parce que la course de Bottas, limite, faudrait pas en parler, mais... Bon après, est-ce qu'il avait un problème sur sa voiture? Est-ce qu'il était en confiance? En tout cas, Bottas, il était pas là, ce week-end, voilà. Et d'ailleurs, il est pas là du tout. Le bilan est mitigé pour Red Bull, qui aurait pu prendre une vraie et sérieuse option sur Mercedes au championnat. Ah, il y a quand même du positif à retenir, on va pas se mentir. Les deux voitures étaient au rendez-vous. Alors ils ont perdu un podium qui aurait pu faire très mal à Mercedes. Ah oui, les Red Bull 1 et 2, je vous dis pas chez les Allemands, ça aurait piqué. Et malgré tout, ce résultat fait mal, parce que Verstappen, il maîtrisait sa course. Il était vraiment en confiance. Il poussait. Jusqu'à un accident qui lui fit au perdre, voilà. Mais heureusement, l'honneur est sauf chez le tour rouge avec Perez qui a su remonter et répondre en course face à Hamilton qui était malgré tout en difficulté. Ça fait quand même 2 courses où il est performant le Mexicain. Et je pense que ça pourrait être intéressant sur les prochaines courses si cette grande forme se confirme. Ça pourrait être pas mal. Ça va être à surveiller. Alors petite désillusion pour McLaren et Woking, mais qui signe quand même un résultat correct, mais surtout avec 2 voitures dans les points. C'est rare à le souligner, mais c'est vrai. Même si Ricciardo est un peu loin,
ils arrivent à sauver les meubles quand même dans une course qui n'était pas en leur faveur. Et honnêtement, si Norris ne prenait pas sa pénalité la veille, bien je pense qu'ils auraient pu être dans un bon coup, voire sur le podium de la course. Ah ouais, je le pense. Je pense que ça aurait fait plaisir à quelqu'un là-haut. Ricciardo n'a pas connu une course facile, mais il a su profiter des événements en piste pour grimper des positions. Alors c'est pas encore ça pour l'Australien, mais il remarque des points et ça c'est important. Ah, ils sont pas énormes, mais ça va compter. Ferrari s'en tire pas mal non plus ce week-end, eux qui disaient que tout allait revenir à la normale après Monaco. Eh bien non, ils étaient là. Même si Leclerc, le poleman de la course, s'est fait bouffer en tout début, hein, ah ben, il n'a pas eu de pitié là-dessus. Et il faut dire qu'il a pu encore bien finir dans cette course, livrant même une grosse bataille avec Gasly dans le dernier tour. Le Monégasque qui réussit un excellent week-end quand son coéquipier Sainz arrive à se rattraper de son erreur à sa sortie des stands. Ah oui, le tout droit au château, il a eu des bols, hein. Et heureusement que l'Espagnol a pu profiter des accidents en course pour remonter. Mais on aurait pu le voir à une place, voire deux, au-dessus à minima. Enfin, l'honneur est sauf, et la place de Sainz aide aussi pour le championnat constructeur, vous verrez ça tout à l'heure. Ah si, ça commence à bouger. Bilan mitigé pour Alpine, où Ocon est vraiment maudit en Azerbaïdjan, il ne finit même pas la course à cause de son turbo. Voilà. Il ne restait plus que Alonso et c'était laborieux pour le vétéran espagnol qui pourtant nous a proposé un final en course qui était électrique. Lui qui était hors des points pendant les 3 quarts de la course, le voilà qui termine 6ème après un super deuxième départ et surtout un dépassement sur Tsunoda qui était mais alors super. Terminer 6ème pour Alonso alors qu'il était très loin en course, c'est juste incroyable. Il y a un replay sur les réseaux, faut aller voir. Mais bon, ça n'efface pas ce week-end compliqué pour l'équipe française qui doit vraiment se ressaisir très vite. Oh oui. AlphaTauri a plus que réussi son week-end azéri avec un podium surprise et presque inattendu pour Gasly et surtout le retour dans les points de Tsunoda. Depuis samedi, on voyait vraiment les voitures de Faenza à l'aise, que ce soit en essai ou en qualification, sûrement avec un tracé qui doit correspondre à la voiture. Ça peut s'expliquer. Et c'est vrai que Gasly qui monte sur son 3ème podium en carrière, je dis qu'il est presque inattendu. Car vu qu'on est à Bakou, et vu comment s'est classé Pierre la veille, c'était juste une occasion en or. Et l'occasion, il ne l'a pas lâchée. Pas même dans le dernier tour face à Leclerc. Je l'ai déjà dit, non? Et Tsunoda, franchement, heureux de le revoir dans les points. Lui qui a été contraint par Helmut de déménager en Italie pour se rapprocher dans l'équipe. Mais lui aussi a profité de la course et de ses accidents pour signer un excellent résultat. C'est la 2ème fois qu'il marque des points après ce débarragne en début de saison. Par contre, il est toujours excité à la radio. À son ingénieur en piste, il doit signer des oreilles. Aston Martin nous avait surpris à Monaco. Et c'est encore le cas à Bakou. On les a enterrés trop vite, je pense, voilà, on va le dire. Mais le bilan malgré tout est mitigé. Parce que si enfin le constructeur britannique a inscrit son nom dans les terminés en Grand Prix et aussi son premier podium grâce à Vettel, qui a réussi un exploit dans cette course quand même, on ne peut pas passer à côté des stratégies utilisées et qui auraient pu fonctionner sur le spectaculaire accident de Stroll, qui, comme je le disais, lui a fait le choix de partir en pneus durs. C'était un excellent pari qui malheureusement c'est très mal terminé. Alors il faudra voir ce que ça va donner dans les prochaines courses pour Aston. Et je pense que finalement, non seulement on les a enterrés trop vite, et qu'on n'a peut-être pas fini avec eux. Ça va être à suivre ça aussi. Alfa Romeo aurait bien voulu en profiter de cette course à rebondissement. Mais Raikkonen ne décroche qu'un seul point en finale. Bon, c'est mieux que rien, vous me direz. Mais je trouve que c'est un peu dommage pour eux parce que j'aurais bien voulu en avoir plus pour eux.
Ah oui, surtout que Raikkonen était parti sur une autre stratégie en médium et qui remontait très bien au classement. Par il remonte dixième, c'est déjà pas mal pour le Finlandais. Et Giovinazzi qui termine derrière son coéquipier, c'est mieux que rien, mais c'est sans plus. J'aurais préféré mieux pour Alpha, voilà. Williams n'a pas eu une belle course. Russell qui finit à pied après un problème moteur avant le deuxième départ arrêté. Et puis alors Latifi qui nous commet une erreur à cause d'une incompréhension de son stand. Stop and go, 10 secondes de pénalité. Bon bah rien de dire de plus sur l'équipe de Grove. Et on termine avec As où ces pilotes se sont fait remarquer, volontairement ou pas. Hein. Bon déjà on a Mazepin qui se loupe à un freinage qui a excité les terrasses. J'ai bien aimé l'image. Mais bon, quand même, il manque de tuer son coéquipier en fin de course. Hein. Voilà, je crois qu'il a encore l'expérience de la Formule 2 pour ça. Et puis, ben, Schumacher, lui, n'a pas eu de réussite non plus. Surtout quand son équipe oublie de serrer une roue après un arrêt au stand. Bravo, c'est malin. En plus, ça, c'est un problème qui est déjà connu dans l'équipe américaine. Ah, la presse quand tu veux. Mais bon, voilà de ce qu'on pouvait dire du bilan des équipes. On passe tout de suite au classement pilote et constructeur. Et vous allez voir qu'il y a des endroits, ça bouge, et à d'autres, et ben ça bouge pas. Le classement des pilotes, Verstappen et Hamilton n'ont pas marqué de points ce week-end. C'est toujours le Hollandais qui est leader devant le pilote anglais. Sergio Perez remonte à la 3ème place avec 69 points grâce à sa victoire devant Lando Norris qui en compte 66. Charles Leclerc 5ème avec 52 points. Valtteri Bottas redescend à la 6ème place avec 47 points. Sébastien Vettel remonte 9ème avec son podium et 28 points en général. Devant Daniel Ricciardo et 26 points pour fermer le top 10. 11ème, on retrouve Fernando Alonso avec 13 points devant Esteban Ocon qui en compte 12. Lance Stroll 13ème devant Yuki Tsunoda. Kimi Räikkönen passe devant son coéquipier Antonio Giovinazzi, 1 point chacun. Derrière, Mick Schumacher, George Russell, Nikita Mazepin et Nicolas Latifi sont à 0 points. Du côté des constructeurs, Red Bull s'envole avec 26 points d'écart sur Mercedes qui n'en a marqué aucun ce week-end. Ferrari repasse devant McLaren à 94 points contre 92. AlphaTauri 5ème avec 39 points devant Aston Martin qui en compte 37. 7ème Alpine avec 25 points légèrement décrochés. 8ème Alfa Romeo qui en compte 2. Et derrière As repasse devant Williams, sachant que les équipes n'ont toujours pas de points marqués en course. Et avant de vous quitter, je voudrais revenir un peu sur l'annonce de l'annulation du Grand Prix de Singapour pour la 2e année consécutive. Merci le Covid, encore une fois. Je trouve dommage que la F1 ne se rende pas cette année dans cette cité-État. Parce que le Grand Prix de Singapour, ça a toujours été un rendez-vous particulier et attendu. De nuit, qui est très compliqué à aborder, très physique du début jusqu'à la fin. Et qui offre surtout des courses vraiment exceptionnelles. Et de plus, il se passe que le Grand Prix est en fin de contrat avec la F1. Bon, je pense pas que l'on sonne le glas pour ce rendez-vous. Mais j'espère qu'on va y retourner en 2022, parce que c'est une course qu'on adore. Ça serait dommage que l'on s'en sépare. Hein. Après, cette annonce, mieux vaut qu'elle arrive maintenant, parce que Singapour, c'est un circuit qui doit être monté de toutes pièces. Donc si on peut éviter des frais inutiles pour une course qui va même pas avoir lieu, on doit prendre des décisions rapidement. Alors du coup... il se passe que la F1 planche sur un remplacement de la course. La première piste, qui est évoquée bien sûr, serait d'avoir encore un chamboulement de date, avec peut-être un double rendez-vous en Amérique, 2 fois à Austin, ou bien sur un autre circuit, on ne sait pas. On parlait de Indianapolis. Ou au pire, on peut faire un double rendez-vous à Sochi. Par contre, si ça arrive, prenez rendez-vous avec un psychologue. C'est le minimum vital. Si. Après, il y a une autre solution qu'on aurait bien voulu avoir pour les prochaines courses qui arrivent. C'est pas remplacer la course. Alors oui, c'est radical, je sais. Mais honnêtement, ça serait pas plus mal. Non, attendez, il y a trop de grands prix cette année. On en a 23 pour rappel. C'est beaucoup trop. On a des triple headers, 3 courses à la suite si vous voulez. C'est quelque chose que la F1 ne voulait plus faire.
Mais, sous cause de pandémie mondiale, ils ont trouvé l'excuse. Tu parles. Alors Singapour devait en faire partie de l'un de ces tripleaders, avec la Russie et le Japon. Et pour rappel, la F1 nous en a rajouté un qui arrive dans quelques jours alors que personne n'avait rien demandé. On voulait aller au Canada, bon c'est pas grave, on remplace par la Turquie. On peut pas aller en Turquie, on ira 2 fois en Autriche. Mais on n'a rien demandé nous. Surtout les mecs qui ont acheté leur place pour le Grand Prix de France. Pourquoi avoir avancé la date d'une semaine? Non, laissez-la où elle était. Elle était bien la date. Pourquoi? Puis pourquoi le Grand Prix de France n'a pas réagi aussi, hein, ça? On en reparlera, mais bon. Alors, je sais ce qu'on va me répondre. Cash is king. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Ah. Mais, comme toujours dans ces moments ridicules, je pense vraiment au personnel des équipes, je sais de quoi je cause, des coûts supplémentaires que ça peut engendrer, ces changements de calendrier, et surtout, nous, les fans, la dégestion de regarder tout le temps des courses, et quelle que soit la catégorie, de la monoplace, du GT, tout ça. Mais faire une coupure, ça fait toujours du bien de temps en temps. Hein? Mais ni Liberty, ni la F1 ne voudront comprendre ce discours. Et c'est pas la parole d'un fan qui changera quelque chose, j'en suis conscient. Il n'y a plus qu'à attendre quelle décision la F1 va prendre pour remplacer Singapour. Et vous savez quoi? On va voir flou. Ah, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va avoir une très mauvaise surprise. Oh oui. Je pense que les téléphones des psychologues ils vont sonner, je sais pas pourquoi. Non, mais n'empêche. Déjà, le prochain triplider qui arrive, un triplider surprise, hein. C'est vrai que le décalage du Grand Prix de France avancé d'une semaine pour ajouter 2 courses en Autriche. D'ailleurs, pour le coup, ils voulaient faire une version inversée du circuit du Red Bull Ring. Oui, rouler dans l'autre sens. Mais bon, ça n'a pas été fait parce que ça coûte du pognon. Hein? Non, ça déjà, de ce qui va arriver dans les prochaines semaines, déjà, c'est ridicule. Que là, pour Singapour, on parle d'un futur remplacement, c'est aussi ridicule. Faudrait pas que la Formule 1 devienne une NASCAR internationale. Voilà, j'ai balancé le mot, j'en ai rien à faire. Voilà, faut pas que la F1 devienne de la NASCAR, sinon moi j'arrête. Enfin bref, c'est dessus que la vidéo se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à donner votre avis sur le Grand Prix, la qualif, la course, sur l'annulation du Grand Prix de Singapour et quelle décision vous voyez prendre à la place. Voir si faudrait que j'arrête de dire des conneries pareilles sur les remplacements du Grand Prix ou si vous êtes d'accord avec moi. Enfin, donnez votre avis, n'hésitez pas à commenter, à partager. On se retrouve aussi sur YouTube pour d'autres vidéos, sur les réseaux pour partager quelques actualités et quelques infos. Et merci à vous, bravo, et à bientôt.